On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Édouard Chatov a vu pour nous le plus récent film de l'univers Marvel, intitulé Les Éternels. Jean-Philippe Marceau enfonce un clou de plus dans le tombeau du matérialisme et Jasmin Lemieux-Lefebvre aborde l'enjeu fascinant de la transmission de la foi. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du formidable James Langlois. Salut James. Mais là, c'est écrit coloré, Antoine, sur la feuille. Ben oui, mais là, c'est mes vieilles notes de la semaine passée que j'ai pas mises à jour. Là. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben merci. T'es moins coloré que la semaine passée, d'ailleurs. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve que je suis pas mal coloré aujourd'hui. Ouais, des couleurs plus automnales, disons. Hey, je veux saluer quelqu'un, un lecteur assidu et un auditeur assidu du Verbe qui s'appelle Édouard Maillot. Il nous a écrit récemment, il nous a dit « Je tenais à vous écrire pour vous dire à quel point je trouve que vous faites du bon travail. Étant athée, je suis en accord avec très peu du contenu des textes, mais cela ne m'empêche pas d'apprécier les sujets couverts et le travail d'enquête et d'écriture en amont de ceux-ci. Je ne manque également aucun épisode de votre balado que j'apprécie encore davantage. » Wouhou! Hey, ouais. C'est un beau message, ça. Oui, de la part de quelqu'un qui se considère loin de la foi, quand même. Ben, on est ravis de pouvoir dialoguer, s'adresser à des gens comme ça, ouais. Merci à Édouard de nous écouter. Merci aussi aux autres. Vous pouvez nous écrire à onpdm@le-verbe.com. Grosse émission aujourd'hui, James. Oui, ben on est content. On a une surprise là avec nous de Pologne. Il s'est téléporté, je sais pas trop. C'est un hologramme, Jasmin. Encore comme le Padre Pio, là, pas de bilocation. Là, je suis vraiment ici avec vous. Là. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut te toucher. Oui. Comment ça va? Ça va vraiment très bien. Ouais. Moi, j'ai la chance de vous écouter chaque lundi avec votre Facebook Live. Hey. Je suis un des premiers là, sur le continent européen. Puis, t'as même pas besoin de te lever tôt. Toi, c'est plus tard dans la journée là, que exactement, tu absolument, avec le 6 heures de décalage. Wow. Puis c'est une joie parce que ça me permet de rester en contact avec l'Église québécoise. Puis, je suis un fan de ce que le Verbe Média fait. Alors, quand je passe à Québec, il faut que j'aille venir pas le choix. Ouais, cool. Merci d'être là, Jasmin. On aura ta chronique un peu plus tard dans l'émission. On a une visite spéciale aussi pour la première fois à On n'est pas du monde. Jean-Philippe Marceau, salut. Salut, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir, une joie pour nous parce que il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui connaissent peut-être ton travail auprès de Symbolic World. Hein, c'est un blog. Peux-tu nous en dire un petit mot? Ouais, c'est des trucs que je fais en collaboration avec Jonathan Pajot, qui est une figure assez connue dans le monde anglophone, qui est un sculpteur d'icônes orthodoxe, qui est ami de Jordan Peterson, qui a fait plusieurs chroniques, il a fait plusieurs vidéos, podcasts avec lui. Des milliers de followers, quand même. Ouais. C'est un mouvement là, qu'il y a derrière ça. Oui, en anglais, il y a au-dessus de 100 000 personnes, je pense, sur sa chaîne YouTube. On a commencé une en français aussi, parce qu'on voulait faire quelque chose au Québec, quand même. Là. Fait que si vous googlez Jonathan Pajot français, vous allez tomber sur une chaîne qu'on a conjointement. Puis aussi, je suis éditeur d'un blog qu'on fait ensemble, où il y a des gens qui suivent les travaux de Jonathan, qui proposent des articles. Moi, je les édite, ensuite les publie sur le site. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler du matérialisme en tant que philosophie agonisante. Hein? Oui. On peut le dire. Il y a encore des gens qui s'accrochent un petit peu à ça, mais au niveau de plusieurs sciences, puis en philosophie, c'est plus très pris, très au sérieux. À suivre dans quelques instants. Et Édouard Chatov, bonjour. Bonjour. J'en dévoile pas plus sur ton sujet parce qu'on s'y retrouve dans quelques secondes. D'accord. Début novembre, sortait au Canada et aux États-Unis simultanément le plus récent épisode de l'univers cinématographique des Marvel. Notre chroniqueur Édouard Chatov, féru de cinéma, faut le dire, Augustin de l'Assomption aussi, a vu le film intitulé Les Éternels. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors on peut penser que les films de super-héros, c'est des trucs un peu superficiels, avec bing bang, paf pouf, mais avec un regard avisé comme le tien, on peut y déceler des questions très sérieuses, Édouard. Oui, on peut peut-être déceler les questions très sérieuses, mais les films un peu de Marvel, c'est aussi bing bang, pouf pouf, il y a aussi des choses qui
peut-être nous devons questionner, comme la présentation pour le grand public, parce que tous les films grand public forment les mentalités à partir d'un regard et à partir de ce qu'on voit, ce qu'on entend, les mots qui sont utilisés. Il y a certaines images du monde qui se forment dans nos têtes, dans nos cœurs, et après, on vit cela dans notre vie quotidienne. Donc, c'est pour cela que j'aime bien voir ces films, non pas pour dire il faut trouver à tout prix ce que parle à la foi chrétienne. Il faut discerner s'il y a quelque chose qui parle, il nous révèle la vérité, la beauté, la bonté du monde, tant mieux. Mais s'il y a des choses qui sont questionnables, il faut les questionner. Ouais. Et au-delà du regard strictement chrétien, on peut se demander qu'est-ce que ça dit au cœur de l'homme contemporain, plus généralement. Tout à fait. Et bon, je comprends bien ce que tu dis, Édouard, c'est que les éléments de la culture nous modèlent en quelque sorte. Oui, toujours. Et la foi ou la recherche de la foi, spiritualité, la recherche de la spiritualité, la recherche du sens de vie ou l'absence du sens de vie se vit toujours dans un contexte culturel. Ce n'est jamais dans le contexte complètement neutre, aseptisé, dans le vide. Donc, tous ces films, ils nous disent quelque chose. Et la vraie question de comprendre, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire et dans quelle direction il essaie de nous orienter. Ah ouais. Alors, avant d'aller dans ces grands enjeux-là, Édouard, le film Les Éternels, en quelques lignes, c'est quoi le synopsis? Donc, c'est très simple d'une certaine manière. L'univers Marvel, d'ailleurs, que je ne connais pas si bien, je ne vais pas prétendre d'être spécialiste de l'univers Marvel, loin de cela. Tel que je comprends, ils viennent introduire tout un nouveau volet dans l'histoire des super-héros, et c'est l'histoire des Éternels, ceux qui... une symbiose assez intéressante entre nos idées, combien doit être le super-héros des super-héros, le mélange avec des personnages mythologiques, de monde antique, de monde, disons, oriental, et en même temps, un petit mélange avec la vision, je dirais, biblique judéo-chrétienne. Ce que peut nous sembler que c'est un peu... C'est une belle soupe, là. Voilà, c'est une belle soupe avec tout cela qui est un peu syncrétique, un peu ésotérique. Probablement, il faut faire un vrai discernement, mais en même temps, ça nous dit que tous ces éléments nous parlent. C'est-à-dire, on ne peut pas faire l'abstraction ni des cultures telles qu'elles sont développées, ni même dans le milieu croyant de la révélation biblique. Donc, comment on relie tout cela? Et donc, l'histoire du film est toute simple. Plusieurs milliers avant, disons, l'histoire humaine que nous connaissons, les éternels, les créatures d'une intelligence cosmique viennent sur Terre et ils protègent la population humaine contre certaines créatures qu'on appelle les déviants. Donc, c'est une œuvre de protection qu'ils font. Et ils vont découvrir que tout ne va pas très bien ni dans leur propre vie, ni dans la vie de l'humanité, et que la planète court vers sa fin, et que l'humanité doit périr, et tout cela est le plan de l'intelligence, parce que je ne vais pas dévoiler aux spectateurs qui nous écoutent ou l'éditeur et auditrice, en fait, tout positif peut s'avérer d'être en fait un certain plan maléfique. Et on va se poser la question, en fait, qu'est-ce que les éternels qui est un peu super-héros et super à conditions humaines ordinaires, quel choix ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent suivre le chemin de fatalité qui était prévu, de planification, et tout va bien, disons, accomplir le plan stratégique de développement, l'intelligence cosmique mondiale, ou même intergalactique, ou est-ce qu'ils doivent exercer leur liberté, leur libre arbitre pour le bien, par charité vis-à-vis de ceux qu'il aime, même si c'est pas parfait, et qu'est-ce que peut advenir à partir de cela? Et c'est quoi les coûts, les bénéfices de ces choix-là aussi, j'imagine? Tout à fait. Édouard, dans le film Les Éternels, il est question justement de ces choix-là, de cet investissement-là que vont faire les super-héros. Ça ressemble à quoi, leur projet de vie, à ces gens-là? Leur projet de vie, ça ressemble qu'ils doivent protéger des humains. Et donc, par exemple, il y a un personnage qui est quand même joué par Angelina Jolie, Tina,
mais c'est une référence à la mythologie grecque. Athéna, donc Tina, la sagesse, la protectrice, un peu l'aveuglement, parce que, vous savez, Athéna, elle avait les yeux de temps en temps qui étaient vides, et donc dans le film, les créateurs de Marvel, ils ont bien quand même fait leur travail, leur devoir, et ils ont bien accompli ce personnage. Et donc, ils sont tous sages et soudainement, ils découvrent qu'ils ne sont que des robots presque préprogrammés pour accomplir un plan qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que se passe. Et donc, il y a le choix à faire et voir comment on agit dans une telle situation. James. C'est intéressant parce qu'ils sont préprogrammés, tu dis, mais en même temps, ils ont comme une conscience de découvrir qu'ils le sont. Ah, tout à fait. Et c'est là, je pense, c'est pas seulement dans l'univers Marvel, mais maintenant, il me semble beaucoup dans le cinéma. Il y a cet aspect comment l'intelligence, disons, artificielle, préprogrammée, est-ce qu'elle peut avoir les émotions? Est-ce qu'elle peut se développer? Et en fait, ça pose la question au-delà de l'intelligence préprogrammée, artificielle, même l'être humain, nous avons les conditionnements. Nous sommes nés dans un pays, nous sommes nés dans une famille, nous avons reçu tel ou tel bagage culturel. Sans être un programme, il y a quand même des balises. Voilà, des balises, des conditions. Et quelle est après la place de notre choix libre? Je ne suis pas, disons, d'abord dans le peur que l'intelligence spirituelle artificielle va nous dépasser, mais c'est vraiment le questionnement, comment cet équilibre entre conditionnement et l'exercice de la liberté. Et donc, ils vont découvrir, et c'est là précisément, ils vont se poser la question, est-ce qu'on peut aller plus loin? Ou nous sommes juste faits pour accomplir nos devoirs tels que c'était prévu, Sommes-nous libres, finalement? Pour résumer, oui. Un autre équilibre, tu parlais d'équilibre il y a quelques instants, c'est celui entre la vie affective et la vie effective. Édouard, de quoi il s'agit? Mais c'est que dans ce film, tous ces personnages, ils doivent finalement accomplir le projet. Et il me semble, il montre d'une certaine manière, un peu subtile, mais ce défi que nous avons toutes et tous dans la vie d'être performants. Vous savez, chacun et chacune, nous avons le projet de vie, nous devons faire ça, 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 ça et ça. On ne le dit pas toujours tous les matins, mais à peu près. Nous avons des grands plans. Et soudainement, dans ces plans, il y a, comme je vous ai dit, ils sont un peu les super-héros éternels, mais en même temps, ils ont les créatures un peu qui sont prévues pour un certain projet. Et là, ils découvrent toutes et tous qu'ils ont ils ont des sentiments, les émotions, et ces émotions et ces sentiments vont jouer. C'est pour dire que nous ne sommes pas juste les êtres rationnels, nous sommes aussi les êtres émotionnels, et peut-être même les créateurs de ce film quand même se renseigner à propos de ce qu'on dit aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle qui habite l'être humain. Donc voilà, mais ça nous pose des questions à chacune d'entre nous. Est-ce que je fais les choix pour ma performance, ou est-ce qu'au-delà des performances, il y a d'autres valeurs? Je sais que Jasmin a vu le film Les Éternels. Comment tu as trouvé ça? Moi, je suis un grand fan de Marvel. J'ai mes chaussettes Iron Man que j'avais eues par une promotion de boîte de céréales il y a quelques années. J'ai vu tous les films, et puis récemment, mes enfants l'ont découvert avec Disney Plus depuis juillet. L'univers Marvel doit se renouveler constamment. Alors, c'est un film qui va être encore... beaucoup de jeunes, des enfants vont vouloir le voir, mais on passe à une nouvelle étape. Alors, la complexité des enjeux, il y a aussi repousser les frontières. Alors, vous entendrez peut-être dans les blogs qu'il y a la première comme relation intime dans un univers de Marvel. C'est à peu près rien, là. On voit juste aux épaules une relation de quelques secondes, là. Il y a représentation de famille homoparentale, il y a une distribution très diversifiée avec des gens de tous les continents. Il y a des conversations vraiment très intéressantes à avoir les enfants. Si vos jeunes veulent aller voir Les Éternels, oui, ils peuvent aller le voir, mais il faut que vous accompagniez par une conversation. Et je vais en parler tantôt dans l'exercice de la transmission de la foi. Là. Il y a tellement, parce qu'on parle de toutes les expériences religieuses depuis le début de l'humanité, en quoi l'expérience chrétienne est différente
de ce qui est proposé là-bas. N'est pas une parmi tant d'autres. Exactement. Ouais, c'est ça. Édouard, il nous reste à peine 2 petites minutes. C'est vraiment le cœur, si je comprends bien, de ce film-là, Les Éternels, de l'univers Marvel. C'est la dichotomie ou le choix entre la fatalité et la liberté, c'est ça? Oui, et ce que je pense le critère ultime pour faire discernement, c'est l'empathie pour l'autre. Parce que ce qui est intéressant, quand même, le personnage principal, c'est un personnage féminin, c'est une femme... Circé, en fait, ça vient de la mythologie grecque, la Circé, celle qui enchante, mais en même temps qui est en peine d'amour. Et donc, l'empathie, que si véritablement on prend au sérieux le bien de l'autre, la vérité de l'autre, la beauté de l'autre, en fait, ce que Dieu révèle aussi dans la Bible, toujours, pas selon juste nous, mais véritablement se préoccuper. Pas par intérêt. Pas par l'intérêt ou par politiquement correct ou par juste « Ah, mais je ressens que c'est bon ». Non, non. Là, on peut accomplir les bons choix et c'est là que le fatalisme et tous les conditionnements peuvent être non pas seulement l'obstacle, mais même la base pour l'exercice de la liberté. Oh, wow! Par Édouard Chatov, tu nous brossais un rapide portrait philosophico-humain là, de ce film-là, Les Éternels, de l'univers Marvel. Il est encore à l'affiche. Il est à l'affiche et semaines, je suis absolument d'accord avec ce que Jasmin disait. Ça sera très intéressant, c'est d'aller voir ceux qui s'intéressent à cet univers, et aussi les parents les plus adultes, pour après engager une conversation et vraiment entrer dans le questionnement très profond de certain nombre de choses qu'on a vues et entendues. Par Édouard, je rappelle que tu es responsable du Centre culturel Le Montmartre à Québec et Augustin de l'Assomption. On est toujours ravis de t'avoir à l'émission. À Merci très bientôt. beaucoup, c'est le plaisir est partagé. Ça fait longtemps que t'habites plus au 556 6e rue, que ta balançoire sur le balcon, on l'a vendue. Ta permanente est décoiffée comme ta mémoire. Ah 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 ah. Et pour river, encore parfois tu te réveilles, l'esprit surpris soudain s'éveille. Dans ta tête tout est limpide, mais c'est en bribes. La peur et la honte te fichent ton regard. Ah 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 ah. Deviens humide. Et chaque jeudi de la semaine, il y a la visite qui se ramène dans ta chambre stérilisée, couleur de crème. Ton corps vidé de sa présence, celle qui berce. Ah 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 ah.
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Ébouriffé d'Élie Doyon et La Tempête. De temps en temps, dans notre fil de nouvelles, on voit passer un article vaguement scientifique qui nous raconte comment l'amour ou la conscience humaine s'expliquerait parfaitement par telle hormone ou par telle connexion neuronale. Alors, sans être complètement fausses, ces découvertes sont clairement réductrices. Pour fouiller la question, Jean-Philippe Marceau, contributeur au blog de The Symbolic World, se joint à la bande d'On n'est pas du monde pour la première fois. Salut Jean-Philippe. Salut, merci de m'avoir reçu. C'est vraiment un plaisir. Alors, il semblerait que ça devient de plus en plus compliqué d'affirmer hors de tout doute que l'être humain, c'est juste un tas de cellules. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais pendant longtemps, en fait, c'était assez commun d'essayer de réduire l'humain à quelque chose de matériel, que ce soit des cellules ou des particules. Puis c'était comme un peu un genre de malaise implicite souvent dans les sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences qui s'intéressent au cerveau, la psychologie, des choses comme ça. Ouais. Il y avait un genre de tabou. On essaie de pas trop parler de la conscience humaine, de l'effet que ça fait de ressentir des choses, de sentir des choses, ou même des capacités plus abstraites de l'humain comme la rationalité. On essaie de ne pas en parler trop, mais ça a éclaté dans les quelques dernières décennies pour des raisons parfois philosophiques, puis parfois empiriques aussi. Ce que j'avais envie de faire dans ma chronique ici, c'était de vous montrer quelques-unes des grandes lignes, justement, qui ont mené à cet effondrement-là du matérialisme. On va encore trouver des matérialistes chez des gens en certaines sciences pures, mais pour les sciences plus proches du cerveau, c'est très, très rare maintenant de trouver des gens qui vont se décrire comme matérialistes. Puis on voit peut-être un retour de des choses plus intéressantes comme Platon, Aristote, des gens qui avaient des théories qui n'étaient pas réductionnistes, justement. Juste pour clarifier les choses d'entrée de jeu, quand on parle de matérialisme, là, on parle de quoi? C'est l'idée que l'être humain serait ultimement une chose matérielle. C'est-à-dire qu'on serait des particules ou des atomes, puis que tout ce qui existe au niveau supérieur à ces atomes ou ces particules-là serait un peu superflu. Donc, âme, conscience, esprit, exit, tout ça. Là, soit que c'est carrément une illusion, il y a des gens qui disent ça, ou bien si ça existe, c'est parce qu'on peut le réduire d'une certaine façon à quelque chose de matériel. Ah, OK. Si on a une âme, ces gens-là consentiraient à comprendre que c'est le résultat de la matière, ou c'est une construction de la matière, c'est ça? C'est ça. Puis s'il n'y avait plus cette configuration de la matière-là, ben l'âme existerait simplement plus. OK. Alors maintenant que ça, c'est clair, il y a une autre question qui me vient en tête aussi. Tu disais que dans les dernières décennies, le matérialisme a été un peu ébranlé là, à l'intérieur des sciences cognitives. Est-ce que c'est du fait de remise en question à l'intérieur de ces cercles-là de scientifiques, ou c'est venu d'ajout ou de confrontation externe? Ben, je te dirais que c'est les deux. De l'externe, il y a eu des arguments philosophiques, puis la philosophie est un peu... C'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est une façon d'intégrer différentes sciences qui étudient l'esprit humain, fait qu'il y a des neurosciences, la psychologie, la linguistique, etc. Ouais. Puis souvent, les gens qui étudient en sciences cognitives, pour devenir chercheurs en sciences cognitives, ils vont finir par faire un doctorat, souvent en philosophie, qui va intégrer ces autres disciplines-là, par exemple. Fait que il va y avoir des critiques qui vont venir parfois carrément de des philosophes. Par exemple, il y a eu des critiques d'Heidegger qui ont été influentielles sur l'intelligence artificielle. Fait que ça, c'est vraiment de l'extérieur. Là. Heidegger, il était extérieur à ça. Mais il y a d'autres critiques qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire des gens qui essaient de construire des robots puis qui se rendent compte que si tu essaies de réduire l'esprit, si tu essaies de réduire la rationalité, dans ce cas-ci, la rationalité d'un robot, à quelque chose qui aurait, disons, dans tel ou tel circuit du robot, en fait, ça ne fait pas des bons robots. Ce qui fonctionne mieux... Qu'est-ce qui fait un bon robot, là? Si on veut faire un bon robot, là, il faut lui donner un corps puis le faire agir dans un environnement, un peu comme un enfant. Puis ça a été une surprise, mais c'est très, très performant comme paradigme en sciences cognitives. Et que si tu veux faire un robot qui va réussir à voir, par exemple, des chiens puis des chats, ce qu'il faut que tu lui fasses, c'est que tu commences par lui donner des yeux. Tu lui donnes une capacité à recevoir des pixels. Il peut recevoir, je sais pas, des centaines de pixels. Puis là, des fois, ça va être des chats ou des chiens. Puis tu lui donnes aussi une genre de bouche. La capacité à dire, ben ça, c'est un chien, ça, c'est un chat. Puis entre les deux, il faut que tu lui donnes un genre de cerveau, là, quelque chose qui va faire que, ben, s'il reçoit tel pixel, des fois, il va dire chat, des fois, il va dire chien, etc. Puis là, tu le mets dans un environnement. Fait que là, tu lui donnes des photos de chat et de chien. Puis s'il répond bien, tu dis, ben ça, c'est une bonne configuration de ton cerveau, on va renforcer ça. S'il répond pas bien, ben ça, c'est une mauvaise configuration de ton cerveau, on va enlever la force de ça. Puis, si tu répètes ça assez longtemps, ça prend beaucoup, beaucoup de coups, mais à force... on a le temps, là. Mettons qu'on a le temps. Ouais. Ben, à ce temps, on a le temps quand même. On peut faire ça rapidement avec les ordinateurs. Puis, notre ordinateur va être capable de vraiment bien voir des chats et des chiens.
Fait que Jean-Philippe, si je te suis bien, le cerveau devient l'instrument des sens. Là, si on parle des robots, donc on peut transférer ça à l'intelligence humaine ou à l'être humain carrément. Ça change la perspective complètement en termes de sciences cognitives. Ouais. On n'essaie plus de réduire l'esprit à quelque chose qui est localisé précisément dans le cerveau, par exemple. On va dire le cerveau, ça va être un genre de nexus important qui va rassembler différentes potentialités qui est autour de nous. Mais l'esprit en tant que tel n'existe pas de façon réductionnelle dans le cerveau. Il est incarné dans un corps, dans un environnement aussi, puis c'est profondément quelque chose qui agit aussi. Donc ça, c'est la plus récente génération de sciences cognitives. Là. En anglais, c'est 4E Cognitive Science, la quatrième génération. La troisième génération, en fait, mais qui est enacted, embodied, des termes en anglais, mais c'est pour dire que c'est l'esprit, fondamentalement quelque chose qui est dans un corps qui agit. On ne peut pas le réduire à quelque chose de précis matériellement. Il faut qu'on implique quelque chose qui agit dans un monde, dans un corps. D'un point de vue philosophique, j'imagine que ça évite complètement, ça permet d'éviter l'écueil du dualisme. Là. Si on poursuit la réflexion là, puis on l'attribue au corps humain, ça devient plus compliqué de séparer l'âme et le corps. Là. On est vraiment, tout ça est plus poignard-pain. Ouais, on va pas... Il y a très peu de personnes qui sont d'accord avec Descartes puis le genre de choses qu'il dit dans le monde des sciences cognitives aujourd'hui. Les gens vont parler d'une continuité profonde. OK. Où, justement, quand on a des corps plus compliqués, ben, tu te rapproches des organismes qui ont des consciences plus complexes, par exemple. On ne parlera pas nécessairement d'esprit à tous les niveaux, mais il y a une continuité. Fait que là, ça va être plus précis si je donne des exemples. Ouais. Par exemple, dans le cas de... Tu regardes qu'est-ce qui se passe dans le cas juste une cellule, disons. Ben, la cellule, elle fait quand même des choses complexes si on la regarde, incapable d'aller chercher des choses dans son environnement pour se nourrir, d'excréter certaines choses, incapable de se défendre contre certains pathogènes, etc. Communiquer, recevoir l'information. Oui. Fait qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont dire qu'elle a des expériences conscientes très riches, là, la cellule, mais il reste qu'il y a quand même un niveau d'organisation. Il y a une incarnation dans un corps qui est assez complexe. On a une structure... La cellule, c'est une structure complexe, mais qui s'incarne dans un corps de façon à ce qu'il y a probablement quelque chose qui est en continuité avec notre conscience. Évidemment, c'est beaucoup plus simple parce que, par exemple, la cellule n'a pas de capacité à penser rationnellement, à faire des mathématiques ou avoir des arguments. Fait qu'il y a des choses qui se passent quand on monte l'échelle ontologique. Un animal, par exemple, c'est encore plus riche qu'une cellule. Puis un humain, là, tu as un saut avec la rationalité que ça, on n'essaie pas de réduire. Oui, James. La définition que tu donnais un peu de l'esprit, ça me faisait penser à la définition classique, finalement, d'Aristote Saint-Thomas. C'est comme l'acte du corps en puissance, ou enfin, on pourrait dire le principe de vie là, qu'il y a derrière toute la matière. Moi, je pense à une analogie pour le robot. Ça serait comme un peu l'énergie électrique ou de la batterie là, qui vient donner le jus à tout le reste, non? Je pense pas tout à fait, mais tu es sur la bonne track. Il y a carrément un renouveau d'aristotélisme dans les sciences cognitives à cause de ça. Ouais. Parce que l'idée de forme d'Aristote, de structure qui va contraindre du potentiel, c'est exactement dont on a besoin aujourd'hui en sciences cognitives. On va dire qu'on va parler de forme de la façon que pour Aristote, une forme, on pouvait parler de l'âme aussi. L'âme, c'était une forme. Fait qu'il y avait une âme pour les végétaux, une âme pour les cellules, qui dirait aujourd'hui, là, la structure de la cellule, par exemple. Dans la cellule, il y a plein de potentiel. Les enzymes peuvent faire un paquet d'affaires. La cellule peut aller dans un paquet de directions, elle peut se dissoudre, elle peut se multiplier. Il y a plein de choses. Il y a plein de potentiel. Ouais. Mais ce potentiel-là est contraint par la structure de la cellule. Puis c'est une structure abstraite que tu ne peux pas trouver comme précisément dans le noyau de la cellule ou dans telle place. C'est quelque chose qui existe globalement dans une incarnation complète. Puis cette structure-là a une influence de contrainte sur ce qui se passe dans la cellule. Fait que les gens vont parler d'émergence. Par exemple, il y a des choses qui émergent du potentiel de la cellule, mais cette émergence-là est contrainte par la forme de la cellule. Puis c'est la même chose pour des organismes plus compliqués dans l'échelle ontologique, comme les humains, nous aussi, où nous aussi, on a un paquet de potentiel. Nos cellules peuvent faire une quantité infinie de choses. Il y a un paquet d'affaires qu'on peut faire, mais ce potentiel-là est contraint. Il n'y a pas n'importe quoi qui émerge de toutes ces possibilités qu'on a. Le potentiel est contraint par notre âme, par la forme de l'humain, qui va avoir non seulement la capacité de structurer physiquement, comme dans le cas d'une cellule qui est structurée physiquement, mais en plus, nous, avec la rationalité, on a la capacité d'informer nos cellules pour qu'elles fassent des choses qui ont l'air complètement mystérieuses si tu étais matérialiste, comme faire des mathématiques. Je suis capable de prouver des théorèmes, comme le théorème de Pythagore, par exemple, qui est quelque chose qui n'est pas spatio-temporel. Tu ne trouveras pas ça nulle part dans la matière. Le théorème de Pythagore, c'est une vérité qui existe, même s'il n'y a pas d'univers physique spatio-temporel, le théorème de Pythagore serait quand même vrai, fait que ça existe de façon complètement non matérielle. Ouais. Mais nous, avec notre âme humaine, on est capable d'avoir accès à ces patterns-là, de les manipuler, puis après ça, d'amener
notre corps matériel, toutes nos potentialités en émergence dans ces capacités rationnelles-là. Jean-Philippe Marceau, on parle de des affaires, là, de biologie, de neurosciences, mais aussi justement de la mort de cette idée-là du matérialisme philosophique. Hein? On n'est pas juste un tas de cellules. Il y a d'autres arguments qui sont assez de plus en plus répandus là, dans les neurosciences. Je voyais dans tes notes, il y a l'argument de la chambre de Marie. C'est quoi ça? Ouais, c'est un argument qui est venu de la philosophie puis qui a été très influentiel. C'est fondamentalement un argument qui est dans une famille de plein d'arguments qui vont exploiter notre intuition que, fondamentalement, si je regarde des particules physiques, il n'y a rien là-dedans qui ressemble à ma conscience humaine. Si j'essaie de tout expliquer en termes de juste de particules physiques qui suivent des lois, je ne réussirai pas à en rendre compte de l'humain. Ouais. Donc là, plein d'expériences de pensée comme la chambre de Marie vont essayer d'exploiter cette intuition-là puis de la rendre claire pour qu'on rejette le matérialisme. Fait que c'est une expérience de pensée qui vient d'un philosophe australien qui s'appelle Frank Jackson. On le salue. Oui, on le salue, Frank Jackson. Merci pour ton bon argument. Ce qui nous demande d'imaginer, c'est une dame qui s'appelle Marie qui passe toute sa vie dans une pièce en noir et blanc. Mais elle étudie la science cognitive de la vision pendant toute sa vie. Fait qu'elle connaît tout ce qu'il y a à savoir du point de vue matérialiste sur la vision. Elle sait quand il y a des photons de telle longueur d'onde qui vont venir frapper ses yeux, il va se passer telle chose dans son cerveau, ça va déclencher telle sorte de structure psychologique, etc. Elle sait tout ce qui va se passer d'un point de vue matérialiste. Mais maintenant, Jackson nous demande qu'est-ce qui se passe une fois que Marie sort de sa pièce en noir et blanc, puis que pour la première fois de sa vie, elle voit du rouge. Puis là, Jackson nous dit que Elle verse une larme, là, c'est ça. ouais, elle apprend quelque chose de fondamentalement nouveau, là. Mais ça, c'est un gros problème pour le matérialisme, parce que si le matérialisme était vrai, puis que tout ce qu'il y avait au monde, c'était de la matière, des structures physiques, ben Marie connaîtrait déjà tout ce qu'il y a dans le monde, parce qu'on présuppose qu'elle a passé toute sa vie à étudier ces choses-là, qu'elle connaît tout ce qu'il y a à savoir matériellement. Fait que si, en sortant de sa chambre, elle apprend quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il manque des choses à la vision matérialiste. Il y a la conscience phénoménale qu'on appelle l'effet que ça fait de voir du rouge, dont on ne peut pas rendre compte dans le paradigme seulement matérialiste. C'est fascinant. Il nous reste à peine quelques petites minutes, Jean-Philippe. James l'a abordé il y a quelques instants. Il y a un regain, il y a une émergence là, de l'intérêt pour des vieilles affaires dans les neurosciences. C'est quoi ces vieilles affaires-là? Ben, comme Platon, Aristote, qui vont venir pour des endroits différents. Je parlais tantôt de biologie. C'est un endroit où Aristote revient à la mode parce que justement, en parlant de forme, il est capable de rendre compte de choses qui ont l'air très mystérieuses sans ça. Les gens parlent beaucoup d'émergence, par exemple, en biologie, le fait qu'il semble avoir des niveaux de réalité où des nouvelles choses émergent qu'on ne trouvait pas auparavant. Par exemple, la vie qui émerge à partir des simples protéines, on dirait que tu as un saut qualitatif dont tu ne peux pas rendre compte sans parler de quelque chose de fondamentalement nouveau. Fait que Aristote avait le langage pour parler de ce genre de choses-là. Il pouvait parler de forme. Tu atteins des nouveaux niveaux de forme avec de nouvelles propriétés qui ne sont pas réductibles, évidemment. Un autre domaine où ça arrive, c'est au niveau plus théorique, je dirais, il y a aussi un regain d'intérêt pour Platon parce qu'on essaie de rendre compte du fait qu'on est capable de connaître les choses. Ça, c'est du point de vue de la rationalité. Il y a des arguments des platoniciens, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu Platon, mais dans plein de dialogues de Platon, ce qui se passe, il y a des gens qui essaient de réduire la rationalité à quelque chose. Par exemple, de dire que la rationalité, c'est juste le droit du plus fort, c'est juste de pouvoir faire ce que tu veux. Il y a des gens qui essaient de réduire la rationalité. Puis Platon va toujours montrer qu'ils sont contradictoires dans leurs affaires. Fait qu'ultimement, pour Platon, la rationalité, c'est quelque chose qui est non réductible. Puis ce genre d'argument-là revient aussi aujourd'hui dans les sciences cognitives où on essaie de faire des tentatives de réduire la rationalité à une certaine théorie, par exemple, puis on va essentiellement reprendre Platon, mais le mettre d'une façon moderne, très technique, pour montrer qu'en fait, si tu essaies de réduire la rationalité à une théorie, tu finis aussi par te contredire à quelque part. Fait que ça, c'est des exemples d'anciennes figures qui reviennent beaucoup à la mode ces temps-ci dans les sciences cognitives. C'est fascinant tout ça. C'est un peu déboussolant, en tout cas étourdissant même. Là. Il y a beaucoup de matière. On aura certainement l'occasion de te réinviter pour approfondir l'un ou l'autre de ces éléments. Tu as dit il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup de matière. Ouais, des potentiels. Mais pas que de la matière. Là. C'était hautement spirituel aussi. Merci Jean-Philippe Marceau. Je rappelle que tu es contributeur, éditeur au blog de Symbolic World. Tu es mathématicien et philosophe de formation. Et tu travailles dans l'intelligence artificielle, justement. Donc, tu sais quand même de quoi tu parles. Merci Jean-Philippe d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce Voyage de la chanteuse Mounia. Chanteuse. Ah ouais, Mounia, M-U-N-Y-A. Ça ressemble à The Cardigans, hein, qui roulait il y a une vingtaine d'années. Ça dit tout de quoi? Non, je ne connais pas The Cardigans. Alors, tout le monde veut donner le meilleur à ses enfants, mais quand vient le temps de parler de religion, plusieurs parents choisissent de les laisser tracer leur propre chemin ou faire leur propre découverte. Alors, pour en discuter, on reçoit Jasmin Lemieux-Lefebvre, ancien directeur des communications au diocèse de Québec, figure bien connue ici dans la région et désormais coordonnateur de l'organisme Vivre dans la dignité et aussi papa expatrié en Pologne. Salut Jasmin. Dzień dobry. Ça veut dire quoi ça? Bonjour. Ah, tout simplement. Ton polonais n'est pas très développé. Non, puis je ne vais pas me risquer à lui répondre non plus. Très bien. Alors, justement, ça fait un petit bout qu'on t'a entendu à On n'est pas du monde. Tu étais venu par le passé. Mais là, la vie t'a mené ailleurs. Raconte-nous un peu ton périple des derniers mois, Jasmin. Des dernières années, ça fait déjà 2 ans Arrête. que je suis arrivé en Pologne. Alors, je vous rappelle, hein, la seule chose de prévue, c'était l'école des enfants, une école publique polonaise avec profil français. Ouais. Et puis là, on s'est bien adapté. Maintenant, quand je parle de la maison, c'est la Pologne. Alors, je suis heureux de revenir à chaque occasion. Cet été, je suis venu faire une trempette au Québec avec la quarantaine des enfants. Mon épouse avait un nouvel emploi. Malheureusement, elle n'est pas venue. Ouais. Et là, j'ai l'occasion, avec Vivre dans la dignité, à cause du rapport de la commission spéciale sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir au Québec, de revenir quelques journées. Alors, j'en profite au maximum. Mais je vais être heureux de retourner en Pologne après. Ah ouais, sûrement. Oui. Ton polonais, ça se passe bien? Je suis capable. Je suis allé voir le consul de Pologne à Montréal, puis pendant 4 minutes, on s'est parlé en polonais. Arrête. Et quand il m'a demandé de parler de la politique puis de la situation de l'Église en Pologne, là, je lui ai dit, est-ce qu'on peut passer au français? Je salue Dariusz Wiśniewski, qui parle un excellent français d'ailleurs. Wow, c'est fascinant. Bon, Vivre dans la dignité, t'en as glissé un mot, mais peut-être que pour le grand public, là, c'est pas très connu comme organisme. Qu'est-ce que ça fait avant qu'on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui? Très brièvement, un réseau citoyen qui, depuis 11 ans, travaille à faire la promotion des soins palliatifs et aussi dénoncer les dérives de l'euthanasie, qu'on appelle aide médicale à mourir ici. Et j'aime tellement l'équipe c'est des bénévoles, hein, mais des gens de tout. C'est un groupe laïque, hein, donc c'est pas associé à aucune religion, aucun mouvement politique. Puis, je vous invite à aller voir le Trésor des soins palliatifs, une série vidéo que l'on a faite. Ça donne vraiment le ton parce qu'il y a encore une parole pour pouvoir questionner cette aide médicale à mourir en terre du Québec. Et on a les bonnes personnes pour le faire. Oui, je pense au docteur Vinet qu'on avait déjà reçu à l'émission ici, qui participe activement, je pense, à Vivre dans la dignité. Bon, Jasmin Lemieux-Lefebvre, je le disais en introduction, tu es aussi un fier papa de 2 ados, pré-ados. Et là, aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de transmission de la foi aux jeunes. Comment tu t'y prends? Oui, et puis je veux commencer tout de suite en disant que moi, je connais beaucoup de parents, peut-être un peu plus âgés, qui se disent « Moi, j'ai essayé de transmettre la foi, puis j'ai pas été capable. » Puis ils vivent une culpabilité. Et moi, avec les années, j'ai bien pu voir que mon rôle de parent, il est important, mais il est un des éléments dans ce qui va forger la foi ou l'absence de foi de mes enfants. Alors, à tous ceux qui vivent ce sentiment un peu de désespoir, mêlé aussi, j'espère, à une espérance, la transmission de la foi, je crois que c'est un processus en continu. Alors, bien sûr, on peut se peiner qu'à une certaine époque, nos enfants quittent, décrochent en partie ou totalement, mais la posture devant cette non-foi ou cette foi qui chemine, hein, on est toujours en croissance, on est des chercheurs de Dieu, ça va vraiment, je crois, toujours, parce que la figure parentale, elle est importante. Comment on se situe? Comment on montre que l'amour, il est toujours là. Ça, il est inconditionnel. Puis cette source de cet amour inconditionnel-là, on le prend de notre Créateur, de notre Dieu d'amour, qui s'est incarné un peu plus de 2000 ans en Jésus-Christ. Oui, parce que c'est un mystère. Hein? Je veux dire, les parents peuvent préparer le terreau, mais après ça... de manière excellente, parfois. Ouais, moi, je connais des parents qui ont tout donné au niveau de la... de l'extérieur, ça semble parfait, nickel, mais c'est pas une recette. Il y a Excuse-moi, parce que la foi, c'est un acte de liberté. Oui, c'est ça. Et liberté, c'est ce que j'essaie toujours de dire. Là, j'essaie avec mes enfants. Là, je suis en Pologne. Hein? Ouais. Et puis, des fois, on a tendance à se dire, en regardant la famille d'à côté ou le pays d'à côté, eux, ils sont chanceux pour pouvoir transmettre la foi plus facilement.
On pourrait se dire en Pologne, vous baignez dans une nation, une culture 100% catholique ou presque. Mais il y a un effritement certain. Je vous donne un exemple. Alors, c'est encore la catéchèse à l'école. Bien sûr, il y a un choix. On peut choisir le cours de morale ou le cours de religion, comme à l'époque au Québec. Oui. Alors, dans la classe de secondaire pour mon fils, primaire de ma fille, dans les deux cas, c'est uniquement le tiers des enfants qui choisissent. C'est les parents aussi qui ont une influence. On imagine. C'est ça, le cours de religion catholique. 1 sur 3. 1 sur 3. Et là-dedans, Agnella, ma fille, je compatis encore, sur les 8 de sa classe qui ont pris le cours de religion, il y en a 6 qui s'en foutent complètement. Ah ouais. Donc, ma fille m'a dit à quel point c'est difficile pour elle de se retrouver. Alors, c'est un prêtre qui donne le cours et il n'a pas une formation pédagogique, ce qui fait que la discipline, c'est très difficile. Elle m'a dit à quel point c'est pénible pour elle d'aller au cours d'enseignement religieux. Et là, on est en train de discerner qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Le pauvre prêtre, c'est une des deux motivées qui était, mais on ne veut pas en faire un absolu, puis on va vouloir y réfléchir. Là. Du côté on de veut mon surtout fils, pas que ça agisse comme un vaccin qui viendrait l'immuniser contre la foi après. Absolument. Surtout qu'elle a eu une superbe expérience avec sa première communion, avec la paroisse anglophone de Varsovie. Et pour moi, ce qui est important comme père, c'est d'aller chercher aussi des ressources. Et j'ai découvert que, comme catéchète, parce qu'à la paroisse anglophone de Varsovie, je suis catéchète, mais l'an dernier à temps plein, substitut cette année, et ça m'a beaucoup aidé de pas juste me situer face à mes propres enfants, mais avec d'autres enfants. Ça élargit le regard. Attends un peu, James, il y a un autre père autour de la table, le père Édouard. Mais moi, j'ai envie de dire ce que j'entends, Jasmin, dans ce que tu dis, que très souvent, on pense que transmettre la foi, et ça existe dans nos cerveaux, c'est comme transmettre le paquet qui arrive Post-Canada ou même le magazine Verbe imprimé version papier. Voilà la foi. Voilà la foi. Et on oublie qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des choses qui interviennent dans la transmission de la foi. Mais avant tout, c'est une affaire de relation. Et c'est pour cela que ça va continuer. Peut-être si on apprend que la foi et le chemin de la foi, c'est une relation avec Dieu, avec des autres, mon prochain et avec moi-même, là peut-être on apprendra un peu et se déculpabiliser dans certains cas, parce que c'est pas juste le paquet envoyé par Post Canada, remplissez ce que vous l'avez bien reçu. Mais en même temps, on va aussi responsabiliser parce qu'il y a une relation engagée. Une relation, c'est jamais simple. Moi, j'ai tenté avec mes enfants quand ils étaient tout jeunes, comme mes parents avaient fait, ils m'avaient donné des livres pris aux éditions Anne Sigier, en fait, proposés à la librairie Anne Sigier. Ceux qui regardent la balado en vidéo peuvent peut-être se reconnaître s'ils ont grandi dans les années 80 avec la série « Ce que nous dit la Bible ». Je leur ai passé des Bibles pour eux. Et puis, à un certain moment, moi, je regardais ma propre histoire et quand je suis arrivé au secondaire et j'étais allé à l'externat Saint-Jean-Berckmans, une école privée où j'avais une expérience de foi positive. Et là, je répondais en secondaire 1 aux questions de catéchèse. Je levais la main. Et là, quand un jeune m'a dit « Hey, c'est le curé! » Fait que là, j'ai eu une peur totale. Et là, ça s'est enfoui. Ma foi est restée enfouie pendant plusieurs années parce que je ne voulais pas démontrer que j'avais un attachement à la religion. Et j'étais tellement fier quand il y a quelques semaines, mon fils m'a dit, un ami de sa classe, quand il a appris qu'il allait en religion, parce qu'en passant, c'est juste des filles avec lui, les garçons ont choisi de ne pas y aller, il lui disait « Mais pourquoi tu as fait ce choix-là? Si tes parents qui t'ont forcé, c'est donc bien plate. » Et là, mon fils lui a dit « Ben écoute, moi, j'ai pas la même expérience que toi. Peut-être que dans la paroisse polonaise où tu es allé, ton expérience est pas bonne, mais moi, ce que j'ai vécu, c'était positif. » Là, j'étais tellement heureux parce qu'on espère toujours que nos enfants soient des versions améliorées. Alors aujourd'hui, je porte mon chandail de football au secondaire, au séminaire Saint-François, et j'étais un joueur, disons, le plutôt moyen. Et là, mon fils est un athlète de haut niveau. Et j'étais content que dans la foi, il me surpasse, sachant que, bien sûr, il fera les choix qu'il voudra, puis je serai toujours là en l'aimant.
Mais de ce point de vue-là, est-ce qu'on parlait tantôt de la Pologne qui est une nation, on présente encore catholique d'une certaine manière, est-ce que chez les jeunes, ça a l'air de quoi? Est-ce que tout le monde trouve que c'est ridicule comme ici ou est-ce que la plupart des jeunes polonais continuent dans la foi? Comment ça se passe? Alors, il y a un bloc de jeunes qui vont participer dans les mouvements de l'Église catholique, dans des paroisses vivantes. Et ce bloc-là, il est beaucoup plus important qu'au Québec ou en Europe de l'Ouest, par exemple. Mais maintenant, il y a un segment croissant de jeunes qui ridiculisent la religion, qui ont pu voir les différents scandales que l'Église de Pologne a vécu. Et c'est souvent lié à des questions de pouvoir. Alors, il y a tout un travail de purification à vivre là aussi. Ben ouais. Et puis, bon, j'essaye, évidemment, la place des laïcs, elle est à faire aussi dans l'Église polonaise. Il y a des prêtres exceptionnels. D'ailleurs, je tiens à souligner, dans l'équipe de catéchèse à l'école secondaire de mon fils, religieuse fantastique, mon fils l'aime, ils préparent un pèlerinage à Rome bientôt. Wow. Puis le prêtre, c'est un jeune prêtre qui a fait à la course Varsovie-Rome. Super en forme, qui chaque jeudi organise des courses dans Varsovie. Donc, il y a des excellents, il y a des très bons modèles aussi de personnes qui consacrent leur vie au Christ. Mais je crois que dans les postes de direction, de gestion, pour pouvoir réfléchir ensemble en Église, il y a les laïcs doivent, et les femmes, prendre un peu plus de place en Pologne. On peut espérer que le synode sur la synodalité c'est sûr que ça va aider. à réfléchir Notre à tout ça. François. Jasmin, il nous reste à peine 2 petites minutes. Tu as évoqué un peu ce que ton fils a vécu dans sa paroisse, hein, le rôle de la communauté. On parle du rôle des parents, le rôle de la communauté chrétienne. Il joue pour beaucoup, mais là, en plus de ça, tu as aussi quelques ouvrages. On parlait des vieilles éditions des années 80, mais il s'en fait encore du bon stock là, pour la transmission de la foi. C'est ça. Moi, ce que j'utilise, 2 références. Ouais. Toute la famille YouCat, elle est formidable, pas juste pour les enfants qui vont la lire, mais pour des éléments de réponse. Qu'est-ce que c'est un YouCat, le concept? Là? Oui, alors c'est le catéchisme, mais conçu pour les jeunes. Alors, c'est formidable, c'est dans l'esprit des JMJ que ça a été conçu. Alors, toute la pléiade des YouCat, que ce soit pléiade de prière, j'ai ici l'édition confirmation. Doctrine sociale, doctrine sociale. Il y en a plein, ouais. Très bien. Et la série de bandes dessinées, Les Indispensables, Enquête sur Dieu de Brunard. Moi, je vous dis, si vous avez des enfants, bon, c'est proposé, le film Les Éternels est proposé pour les 13 ans et plus. C'est 13 ans et plus aussi, cette série BD-là. C'est une introduction à la philosophie formidable. Et je vous dirais, si vos enfants veulent voir Éternel, dites-leur, OK, mais lis aussi le numéro 1, Le mystère du soleil froid, parce que ça répond exactement aux questions qu'on se disait tantôt. Ouais. Alors, en quoi le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, est différent des autres grandes civilisations? Alors, entre autres, les Juifs ont été le premier à dédiviniser le soleil, à enlever tout ce qui est sacrifice humain. Les réponses là-dedans, ça permet des conversations philosophiques. Sous forme de BD, on a de la philo, de l'histoire, de la théologie aussi, Aristote, évidemment. Platon aussi. Wow. Alors, il y a tout. Et toute la collection... Et c'est accessible pour des jeunes ados. Oui. Alors, parce que foi et raison, c'est essentiel. On ne peut pas se limiter. Toutes les visions d'enfance, alors c'est beau la catéchèse avec des images, il faut la partager au tout début, là, les premiers pas de la foi, mais par la suite, il faut rapidement. Ben ouais. Puis je dirais plutôt... Il y a longtemps eu un trou de service là, pour les 12 à 18. Là. Exactement. Et je crois qu'en paroisse, il y a certains milieux qui le réalisent, mais les parents doivent aider en proposant des outils et ils existent. Jasmin Lemieux-Lefebvre, on parlait de transmission de la foi aux enfants, non comme une recette, mais comme en tout cas, on a évoqué quelques outils, quelques éléments de réflexion. C'était vraiment fascinant de t'avoir avec nous et vraiment une belle surprise. On est super contents. Et on espère que tu vas continuer à nous écouter là-bas, outre-mer. C'est promis. Ah ouais, super. Je rappelle que tu étais anciennement directeur des coms au diocèse de Québec, mais désormais coordonnateur de l'organisme Vivre dans la dignité. Tu résides maintenant en Pologne. Jasmin Lemieux-Lefebvre, à très bientôt.
C'est déjà tout pour cet épisode dont on n'est pas du monde, mais avant de laisser aller nos invités, un petit tour de table de suggestions culturelles. James Langlois. Bien, on parlait un peu de transmission de la foi cette semaine. Il y a un très beau livre, dans le fond, je dis ça, mais ça peut s'adresser aux ados, mais c'est surtout un conte pour les adultes, un peu comme Le Petit Prince, mais vraiment avec une vision chrétienne. Donc, c'est De l'Empire du Moi d'abord au Royaume du don de soi. Le titre est un peu compliqué, là, mais c'est un livre qui est basé sur l'enseignement du saint Països, qui est un grand spirituel du mont Athos chez les orthodoxes. OK. Et puis, c'est un conte vraiment qui parle de toute une vision spirituelle fondamentale pour développer pour avoir les bonnes pensées, l'esprit de Jésus-Christ. C'est très simple, c'est très concret, c'est une petite histoire. Il n'y a pas beaucoup d'images, pour ça que je dis c'est plus pour les adultes puis peut-être les grands-enfants, mais voilà, c'est disponible aux éditions. Ouais. C'est quelqu'un qui s'appelle Myrcine Vigopoulou, donc c'est d'origine grecque. Je pense que les sœurs moniales de Chertsey dans les environs de Montréal le vendent, mais sinon, c'est chez les éditions Monte Cristo. OK. Merci, James, pour cette suggestion. Jasmin Lemieux-Lefebvre. Je vais remettre mon chapeau de chroniqueur sportif pour le Verbe Média. Alors, il y a une bande-annonce que je vous propose du film American Underdog. Alors, c'est l'histoire de Kurt Warner. Si vous connaissez un peu la NFL, c'est cette personne qui était commis à l'épicerie et qui jouait au football, mais dans des ligues pas la top de la NFL, et qui s'est retrouvé quart arrière des Rams de Saint-Louis et les a menés à l'an 2000 au Super Bowl et a été le joueur par excellence, le MVP. Et c'est un film chrétien. Alors, aux États-Unis, il y a des films chrétiens qui sont assez moyens, moyens, et d'autres qui sont un peu mieux. On espère que ça sera dans cette catégorie, mais la bande-annonce est fort intéressante. Alors, pour quiconque aime le football et s'intéresse à la foi, allez jeter un coup d'œil à American Underdog, the Kurt Warner biopic. Merci, Jasmin. Par Édouard, une petite suggestion. Oh oui, il y a deux petites suggestions. La première, parce qu'on a parlé du cinéma, on va continuer à parler un peu de cinéma. Je conseille que vous regardiez ou écoutiez le film Le Dernier Duel, basé sur les faits historiques, et qui pose la question, c'est quoi la vérité dans notre vie ? Comment on s'approche de la vérité? Quelles sont les places des interprétations? C'est très intéressant pour vraiment se poser la question qu'on pose un livre que nous connaissons tous. La vérité, c'est quoi? Ou qu'est-ce que la vérité? Donc, très intéressant, le rôle des hommes et des femmes dans la société, dans l'histoire, dans l'Église. Vraiment très intéressant pour la réflexion. C'est campé dans la France du 19e? Non, c'est la France du 15e siècle, je crois, quelque chose comme ça. La deuxième suggestion, c'est un livre d'un auteur qui est assez connu dans le milieu, disons, des lecteurs chrétiens, mais j'espère que même ceux qui sont, disons, plus hésitants vis-à-vis de la recherche de foi peuvent le lire parce que c'est intéressant. C'est José Tolentino Mendonça, qui vient de publier chez les éditions Mediapol un petit livre qui s'appelle Le Trésor caché. C'est les réflexions de ce prêtre sur les paraboles de Jésus, avec un langage vraiment très accessible pour n'importe qui. José Tolentino Mendonça a écrit un livre très intéressant sur l'amitié humaine, donc je peux aussi conseiller, ou sur notre Père. Très intéressant, c'est un auteur qui, de la langue espagnole, donc nous lisons les traductions, mais qui est vraiment surprenant et très enrichissant pour la recherche spirituelle. Donc, Trésor caché aux éditions Mediapol. Merci, Père Édouard. Merci à Jean-Philippe, Jasmin et James aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. On salue également Marie-Pierre Larose qui était à la technique aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée ou en visitant le-unionverbe.com/radio. On remercie la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.